Mais depuis que le président Erdogan est au pouvoir, ils ont reculé encore de 50 ans. Alors, c'est ça. La question, c'est, à part de faire des assemblées comme aujourd'hui, comme Mario Beaulieu en fait, il en a fait plusieurs où il y avait 100, 120 personnes, décidé à défendre la loi 21, à part de faire ça, qu'est-ce que le peuple québécois, puisque à 75% ils sont pour la loi 21, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, le peuple? Pas des leaders comme vous, là, ici. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour défendre, puisque la loi 21, elle s'en va à la Cour suprême, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire pression? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Alors, on a déjà une première question. J'ai mademoiselle et madame. Je vais prendre 3 questions. Alors, merci à monsieur. Laurence, vous pouvez s'identifier. C'est Laurence Junot. Alors, avant de poser ma question, j'aimerais vous dire, parce qu'on m'a posé un peu la question, pourquoi Martine Moïse n'était pas ici. Elle n'est pas ici parce qu'elle appuie différents groupes à travers le Québec en ce qui concerne les fameuses éoliennes là, que le gouvernement avait implantées partout, puis avec l'espèce de nouvelle compagnie, là, Énergie verte, et puis je vous dis que c'est quelque chose qui moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir des comités citoyens dans des villages, dans des endroits où il y a 400 personnes qui viennent, tout ça, pour défendre leurs idées. Ça, c'est, moi, sur Facebook, on voit souvent, les Québécois, même ça. Si je me dis, c'est à nous autres de dire qu'on fait quelque chose, puis tout ça, puis justement, ces comités citoyens-là se tiennent debout, puis elle, avec son expérience, elle peut leur apporter de l'aide. Alors, c'est formidable, ça, là. Poser des questions. Voilà. Ma question maintenant, c'est à propos de la laïcité. Est-ce que le mouvement laïque défend quand même le fait de garder nos églises? Pas nécessairement de garder nos églises telles quelles, mais de faire en sorte de garder nos églises parce que pour nous, c'est un patrimoine. Je veux dire, en Europe, là, ben, les cathédrales, là, ça coûte cher au gouvernement, hein? Ces cathédrales-là, il les rénove et tout ça. Est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose ici? Ça fait partie de notre patrimoine par ça. C'est le peuple qui a payé ça. Alors, je vous pose la question, M. Ben. Merci beaucoup, Laurence. On va prendre une 3e question, après je laisse la parole. Bonjour, mon nom c'est Nanda Perdomo. Je n'ai pas une question, mais j'ai un commentaire. Parce que je vois du début la discussion sur la laïcité au Québec, il y a toujours de la part même des enseignants comme des politiciens, soit l'ignorance, soit le cynisme, soit la manipulation, parce qu'il associe laïcité au racisme. Mais la religion, ce n'est pas génétique. La race est génétique, pas la religion. Et là, il y a un gros problème. Toi qui ne comprends pas, je le dis parce que j'ai eu un gros problème en directeur d'école quand mon fils était en école secondaire. J'ai dit, je ne vais pas une pro voilée pour mon fils. Il dit, ah, ici, on accepte tout le monde, même avec les cheveux bleus, les cheveux rouges. J'ai dit, non, non, non. Parler là de génétique, mais ce n'est pas la génétique. La religion, c'est une décision. Ce n'est pas la génétique. Et j'ai trouvé, je lui ai dit, monsieur, c'est blessant que vous me parlez comme ça, vous insultez mon intelligence, parce que vous êtes payé par l'État, vous êtes payé par les impôts de tous les citoyens pour faire de la propagande. Alors, je trouve, il y a un autre problème au Canada et même au Québec, c'est quoi toujours que tous les immigrants, on est des pauvres gens croyants et blabla. Non, il y a des immigrés comme moi, qu'on aime la nudité, qu'on est athée, qu'on aime la laïcité, qu'on aime la fête. Et qu'on aime lire, et qu'on n'a pas sorti des pires quartiers de l'Amérique latine pour arriver ici. Ce n'était pas mon cas. J'habitais en Allemagne, en Autriche, en France, et je dois beaucoup à la France. Et je dis toujours vite la France. J'aimais la République française. Et mon rêve, c'est voir un Québec indépendant, mais qui s'affirme vraiment. Et la phrase de Parison sur l'immigration, je ne la prends pas comme une blessure.
Pas du tout. Je la trouve sérieuse. Il y a un gros problème aussi, même pour les gens qui militent pour la laïcité. Je vous dis pour vous tous, si vous continuez à laisser la ville et le Québec comme des banlieues, très banlieues, ça c'est des ghettos, et c'est des ghettos qui vont devenir pas gérables. Ça devient comme des petites républiques. Ça va être pire que la banlieue française. Laval, c'est déjà une république islamique et latino-américaine avec plein de gangs de rue, des tireurs à gage. C'est énormément problématique. Et regardez toujours que les pays où la religion est toujours très présente, ils exportent beaucoup de criminels dans des pays comme le Canada. Et moi, je suis colombienne et je vois énormément de criminels de guerre ici, reçus par le gouvernement fédéral. Et ça, c'est scandaleux. Donc, et je vous invite aussi, parce que la laïcité, ça fait partie d'une identité, et je me sens aussi québécoise, comme française et comme colombienne. Ne disons jamais américains aux gens des États-Unis à ces pays-là. Ils sont les États-Unis. L'Amérique, c'est tout un continent de l'Alaska à la Patagonie. Ça, c'est une façon aussi de combattre cet empire. Parce que c'est les fils de l'empire américain, les États-Unis, qui continuent à faire l'affaire de son cher papa, l'Angleterre. Et merci beaucoup. Et... Qui veut prendre la parole? Oui, en fait, je peux commenter là, les trois interventions. En fait, que faire? Hein? Il y avait ça, la première question. Que faire en attendant la révolution, comme dirait Lénine? Moi, ce que j'attends, là, c'est que le gouvernement fasse l'éducation du peuple sur la laïcité. C'est pas juste au mouvement laïque, il y a d'autres organisations qui défendent la laïcité. On n'a pas de moyens. Là, on défend cette voie-là en cours, on va être rendu en Cour suprême avec pas un sou de financement public. C'est sur nos membres et des souscriptions, des campagnes de financement des sympathisants de la laïcité qu'on se rend en Cour suprême. Ça va coûter au-dessus de 200 000 $. Pas une scène du gouvernement. On a demandé au gouvernement de nous financer. On le redemande encore pour continuer d'aller en Cour suprême. Que le gouvernement fasse l'éducation du public là-dessus. Pourquoi la laisser? J'ai en tête l'exemple de Bernard Drinville quand ils ont présenté le projet de loi 60. Il a fait effectivement un cours de laïcité 101 pour le public. Ben, ça s'adresse aux journalistes, là, mais je me souviens très bien de l'avoir vu. Puis c'était correct, son affaire. On peut y reprocher bien des choses, mais cette fois-là, il a clairement établi c'est quoi les principes de la laïcité, pourquoi c'est là, ce que ce n'est pas aussi. Avec des tableaux, on n'a pas réentendu un mot là-dessus. Il était là flanqué avec, à ses côtés là, de Pauline Marois. Par la suite, là, François Legault, le mot laïcité lui brûle les lèvres. Il ne peut pas faire deux phrases de suite là-dessus, il ne sait pas ce que c'est. Bon. Jolin Barrette et puis Jean-François Roberge ont une vision un peu plus élaborée que celle de Legault, mais on trouve qu'ils ne prennent pas la parole. C'est là qu'il faut c'est de ce côté-là qu'il faut que des gestes viennent, qu'ils fassent comme Attal ou Gabriel Attal, le premier ministre français, il va marcher ses mots à l'Assemblée nationale. Qui prennent la parole, qui défendent la légitimité et pas seulement la légalité. Défendre les églises, là, ça se fait là, amplement par les fonds publics, l'entretien des églises. Il y avait même au fédéral, il y a quelques années, un programme spécial pour ça, pour refaire les toits d'église. C'est pas notre tasse de thé, là. Il y a des groupes qui s'occupent de ça. Les églises sont très bien organisées pour défendre, aller chercher les fonds publics pour le faire. Au mouvement laïque, là, c'est pas notre affaire. Nous, on veut la laïcité de l'État. On n'est pas. Bien sûr que c'est les seuls édifices qui ont une valeur architecturale, bien souvent, dans les villes et dans les villages. Bon. Mais écoutez, c'est pas notre combat, là. Laïcité et racisme, ben c'est ça, que le gouvernement nous donnent l'heure juste là-dessus, qui mettent les points sur les lits. Le problème, c'est qu'il n'y a pas... En fait, on fait de racisme synonyme de toute discrimination concernant des choses assez fondamentales chez la personne.
il y a un glissement, effectivement. La religion, c'est pas une race. Mais bon, c'est souvent, par contre, les religions sont souvent associées à un aspect ethnique également. C'est de là, je pense, qu'il y a un glissement entre ethnicité et religion. Mais il faudrait que... Je ne sais pas comment refaire ce discours. En fait, c'est un discours à déconstruire. Effectivement, la religion, c'est pas une race, c'est une idéologie qu'on apprend et dont on peut se défaire. Et toutes les religions sont réformables et réformées. Moi, j'ai été baptisé, mais je suis aujourd'hui athée, affiché et convaincu. J'ai même abjuré formellement. Ça se fait, ça. On peut changer de religion aussi. Non, on ne changera pas de race. Mais ça c'est le discours de ceux, justement, qui veulent... qui récupèrent là, le combat anti-laïque à d'autres fins, puis nous faire passer pour des xénophobes et des racistes. Élément. Oui, André, est-ce que Je peux bien y aller. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'obscurantisme dans le débat. On l'a vu, je pense qu'on évoquait tantôt la Charte des valeurs. Moi, j'avais suivi, probablement plusieurs d'entre vous aussi, tous les débats à l'Assemblée nationale, en commission parlementaire, où il y avait d'énormes confusions. Et la seule façon de combattre ça, c'est par la connaissance. Il faut diffuser la connaissance. Il faut diffuser les concepts, démystifier les concepts. C'est sûr que on n'est pas aidé par. C'était le premier intervenant qui soulignait le fait que dans ce qu'on peut appeler l'anglosphère, les pays anglophones, et particulièrement aux États-Unis, et en bonne partie au Canada anglais aussi, il y a beaucoup de préoccupations sur le religieux. Je veux dire, il n'y a pas un candidat américain là, dans la prochaine campagne qui ne pourra pas dire au nom de Dieu, je vous dis ceci, et ils se prennent pour le pape, je ne sais pas. Mais c'est constamment comme ça. Le peuple américain est très, très religieux, séparé en de multiples religions. Et évidemment, l'État, il y a une autre confusion, c'est que l'État dit que toutes les religions doivent être traitées également selon la loi. Ça, c'est la neutralité. On confond la neutralité et la laïcité. C'est pas la même chose. Donc, faut expliquer. C'est le rôle de mouvements comme les nôtres. Donc, juste ces semaines-ci, là, il y a eu un colloque de l'éducation à la laïcité organisé par le mouvement laïque. En fin de semaine, il y avait un autre colloque de 2 jours, dont un qui se poursuit en même temps aujourd'hui, là, sur la lutte contre le racialisme. C'est que la préoccupation de la race, la préoccupation qui est issue du multiculturalisme, fait en sorte que les gens, on est en train de créer une nouvelle forme de racisme. Alors, le concept de raciser, par exemple, ça met les projecteurs sur le fait que quelqu'un est pas comme les autres. Ça augmente, ça amplifie les différences, les antagonismes dans la société. Alors, le multiculturalisme, tel qu'il est pratiqué, est en train de créer des divisions raciales qui n'existaient pas avant. Alors, il y a un peu tout ça. Donc, je pense que c'est le rôle il y a un autre colloque aussi à la SSJB, je pense que c'est le 2 mai, qui aura lieu ici même, sur la laïcité, où Luc Adary va participer, d'ailleurs, qui est l'avocat du mouvement laïque québécois. Donc, c'est en multipliant les rencontres et en diffusant aussi les clarifications nécessaires. C'est pour ça que moi, je trouvais important qu'on insère cette dimension-là dans les activités du mouvement Québec indépendant. Le mouvement Québec indépendant, puisqu'il travaille à l'indépendance, puisqu'il travaille à l'établissement de la République du Québec, il doit propager la pensée républicaine, la pensée universaliste, la pensée humaniste, et forcément doit défendre la laïcité
de l'État au Québec. Alors, je pense que c'est important que tous les mouvements le fassent. Il faut convaincre les autres mouvements. Alors, je comprends que la Société Saint-Jean-Baptiste est dans ce combat-là aussi, et il faut multiplier. Maintenant, on va pas y arriver si les gouvernements, comme vient de le souligner Daniel, sont aussi pusillanimes et s'intéressent davantage à l'image qu'ils vont projeter dans les médias qu'à leur travail de défense de leurs lois et d'établissement des concepts qui sont derrière et d'étendre, d'expliquer pourquoi ils ont adopté cette loi-là. Les gens ne savent plus. Tout ce que les gens entendent, c'est les opposants à l'effet que ce serait raciste, ce serait xénophobe, ce serait ci, ce serait ça. Alors, le gouvernement Legault le fait pas. Donc, est-ce qu'il va falloir attendre un changement de gouvernement? Maintenant, le nouveau gouvernement qui arriverait, celui qui est en tête des sondages, plusieurs d'entre nous aiment bien, c'est pas évident qu'ils vont le faire. Ils l'ont pas fait tout au long de l'histoire du Québec, ils l'ont pas fait tout le temps. Et c'est arrivé un peu plus sous le gouvernement Marois, mais dans les autres cas, c'était pas tellement évident, si vous vous rappelez, de l'histoire du mouvement indépendantiste québécois. Donc, on a du travail à faire aussi auprès des partis politiques qui sont favorables à l'indépendance pour leur faire comprendre qu'il n'y aura pas d'indépendance si on poursuit la dislocation de la nation québécoise et qu'on évacue le sentiment d'appartenance au Québec, à la nation québécoise, en laissant aller cette lutte contre la laïcité. Donc, il faut défendre la laïcité parce qu'on veut faire arriver la République du Québec. Il faut convaincre les partis politiques. On est peut-être tous militants d'un ou deux partis politiques. Je pense qu'il faut faire ce travail-là aussi. Est-ce que tu veux intervenir, justement? Oui, moi j'aimerais donc contribuer à la discussion en remettant mon chapeau de juriste et en analysant le recours contre la loi 21 en Cour suprême de façon plus froidement. Donc, ce recours est pour les juristes connu sous le nom de l'affaire HAK, du nom d'une enseignante musulmane opposée à la loi 21, qui a été la première à déposer une contestation. Je ne sais pas qui la finance, mais c'est le nom d'un groupe de recours. En fait, il y avait 2, 3 ou 4 recours qui ont été regroupés, mais qui collectivement sont appelés l'affaire HAK. Oui, est-ce que vous m'entendez mieux si je me... Oui, voilà. Bon, alors, il y a eu un colloque auquel j'ai participé ici à l'automne, le colloque des Ipsos, dans lequel j'ai exprimé un optimisme modéré pour ce qui est du jugement à venir de la Cour d'appel. Alors, disons que le jugement de la Cour d'appel a dépassé mes attentes, d'abord parce qu'il était unanime, deuxièmement parce qu'il était costaud. Donc, difficile à tasser pour la Cour suprême. Maintenant, mais optimisme modéré, pourquoi? Parce que la Cour d'appel avait laissé émerger les signes avant-coureurs. D'abord, elle avait laissé la loi 21 s'appliquer pendant quelques années, ce qui normalement signifie qu'elle ne s'apprête pas à la renverser. Elle avait rejeté une demande d'injonction pour la suspendre. Elle avait tout de suite, dès le départ, levé l'exemption qu'avait rendue le juge de première instance là, en faveur de la commission scolaire anglophone. Donc, la Cour d'appel a fait en sorte que cette partie-là ne s'applique pas aux commissions scolaires anglophones qui ont été soumises à la loi 21 depuis ce temps-là. Donc, puis le raisonnement de 2 des 3 juges dans le jugement préliminaire sur l'injonction indiquait clairement qu'il s'en allait vers validation, je dirais, de la loi 21. Mais comme ce n'étaient pas les mêmes juges sur le fond, il restait une part d'incertitude. Alors, normalement, ça suffirait pas à me rassurer pour la Cour suprême. Parce que on a déjà vu ça, non seulement la Cour suprême renverser un jugement unanime de la Cour d'appel, mais un jugement unanime costaud en matière constitutionnelle. On a déjà vu la Cour suprême, d'ailleurs ça enrage beaucoup les juges de la Cour d'appel de se faire renverser de la sorte, mais c'est déjà arrivé en matière constitutionnelle.
Donc ça, c'est pas en soi rassurant. Mais c'est beaucoup plus rare, même rarissime, de voir la Cour suprême se renverser elle-même. Et la Cour suprême a déjà tranché la question dans les années 80, dans l'affaire Ford, qui portait sur la langue d'affichage, si vous vous souvenez bien. Et évidemment, Ford, ça n'a rien à voir avec le premier ministre de l'Ontario actuel. Mais la Cour suprême a déjà eu à trancher à ce moment-là, à se prononcer sur la validité des clauses dérogatoires préventives insérées par René Lévesque dans chacune des 400 lois du Québec à l'époque, en guise de protestation contre le rapatriement. Et la Cour suprême a dit qu'il n'y avait aucun problème avec ça. Elle n'avait aucun problème avec ça. Donc, la seule condition la seule exigence qu'elle a mise, c'est que ça pouvait pas, il fallait d'abord clairement identifier les droits auxquels on veut déroger dans la Charte canadienne. Deuxièmement, ça pouvait pas être rétroactif. René Lévesque avait fait adopter sa loi sur les clauses dérogatoires 3 mois après l'entrée en vigueur du rapatriement au mois d'avril. Il l'avait adopté au mois de juin, puis il avait rendu ça rétroactif. Alors, pour ces 2-3 mois-là, ça a été déclaré inconstitutionnel. Et pour le reste, la Cour suprême n'avait aucun problème. Tout le discours de, par exemple, Michel C. Auger dans la presse à l'effet, c'est donc effrayant les clauses préventives. Mais la Cour suprême a déjà tranché ça. Il n'y a aucun problème avec des clauses de souveraineté parlementaire préventive. Et ça embarrasse beaucoup les constitutionnalistes du Canada anglais quand on leur rappelle la jurisprudence de leur propre Cour suprême. Donc, à mon avis, ce qui est possible, mais non certain, que j'ai dit au tout début que le droit constitutionnel n'est pas une science exacte, ce qui est très possible, c'est que la clause de souveraineté parlementaire, un terme beaucoup plus approprié que ce qu'on utilisait auparavant, en sorte renforcée. C'est possible, ça, comme scénario. Puis que la Cour suprême rappelle que c'est un élément central, non seulement de la Charte canadienne, mais que sans elle, la Charte n'aurait jamais été adoptée. Si la Cour suprême utilise la même méthode historique qu'elle utilise normalement, encore récemment, ben, elle va être obligée de revenir sur les négociations de octobre-novembre 81, puis de dire que Pierre Elliott Trudeau, il n'aurait pas eu de charte s'il n'avait pas été obligé de concéder aux autres provinces l'existence d'une clause de souveraineté parlementaire. Alors, donc, ça n'avait rien à voir avec le Québec. C'était une entente entre le fédéral et les provinces du Canada anglais. Donc, si la Cour suprême suit sa démarche rationnelle habituelle, ce qui n'est pas garanti, j'en conviens, la Cour, elle devrait aboutir à ce résultat. À ce moment-là, on pourra soutenir, parce que l'autre question qui se pose, c'est est-ce que la clause de souveraineté parlementaire, il faut que je m'habitue, était même nécessaire? Parce que comme certains avocats le soutiennent avec raison, il y avait déjà de la jurisprudence de la Cour suprême dans l'affaire Ville de Saguenay, entre autres sur la prière au conseil municipal, qui disait que la Cour suprême disait si le Québec veut, dans ses lois, renforcer le principe de laïcité, ben on est ouvert à considérer les choses sous cet angle. Donc, il y avait déjà une invitation ou une possibilité ou une ouverture. Donc, il y a des juristes québécois, Maître Julie Latour également, d'autres, qui soutiennent que la clause de souveraineté parlementaire n'était pas nécessaire. Mais dans le contexte hystérique actuel, de déchaînement de l'opinion publique anti-québécoise, je pense que c'était plus prudent de la mettre. Mais une fois, si j'ai raison pour mon scénario relativement optimiste, et puis que la Cour suprême renforce ou rappelle au Canada anglais que la clause de souveraineté parlementaire est un élément majeur de sa propre constitution, bien là, d'abord, la clause de souveraineté parlementaire pourrait être utilisée par le Québec plus souvent, et pour aller plus loin, peut-être pour ramener l'affichage commercial en français seulement, si le Parti québécois a cette volonté ou un gouvernement du Québec, mais aussi pourra se poser la question de savoir si on a vraiment besoin d'une clause de souveraineté parlementaire pour protéger la loi 21. Merci beaucoup. Gilbert? Oui. Moi, je voulais simplement dire que j'ai plutôt pris une position pessimiste à l'égard
l'éventuel jugement de la Cour suprême. Vous avez sans doute remarqué, j'ai donné 3 raisons qui pourraient amener la Cour suprême à se montrer créative. Parce que, d'une part, il y a tout le poids des lois inscrites dans la Constitution concernant le multiculturalisme canadien qui doit servir à l'interprétation de la Constitution. Dans le jugement, je suis pas constitutionnaliste, alors j'ai plus tendance à me fier à l'opinion d'André, mais je l'espère aussi. Mais si on regarde l'arrêt Ford dont il a parlé, qui portait sur l'affichage en français, l'affichage en français a été limité, ce qui a amené le gouvernement Bourassa à essayer de corriger la chose par la suite, et puis de modifier, dans le fond, certains articles de la loi 101. Donc, autrement dit, la clause de dérogation peut-être va permettre de ne pas complètement rejeter la loi 21, mais elle peut y faire de sérieuses modifications. Et comme c'est déjà une demi-mesure, ça va être encore plus une demi-mesure. Et devant toute la mouvance de la société canadienne, qui est contraire au modèle de laïcité, au modèle républicain du Québec, la Cour va être obligée d'en tenir compte. Elle doit tenir compte des opinions de la société. C'est sûr que ça devrait être seulement une étude des articles de droit et tout ça, très rationnel, mais je pense que la Cour suprême doit essayer aussi d'apaiser le débat public. Et le débat public est très virulent au Canada anglais, actuellement, et même en partie au Québec. André voulait rajouter quelque chose? Oui, très brièvement, au sujet de la réforme de 85. Ce que la Cour suprême a fait, c'est d'une part, comme je l'ai dit, elle a dit les clauses dérogatoires sont valides, eu égard à la Charte canadienne. Ce que René Lévesque n'avait pas fait, c'est utiliser la clause dérogatoire ou de souveraineté parlementaire de la Charte québécoise pour protéger l'affichage unilingue ou la loi 101. Il n'avait pas fait. Donc, ce que la Cour suprême a fait, c'est utiliser la Charte québécoise contre la Charte de la langue française, pas la Charte canadienne, parce qu'il n'y avait pas de clause de souveraineté parlementaire. Ce qui laisse entendre que si René Lévesque avait utilisé la clause de souveraineté parlementaire à l'encontre des 2 chartes, le résultat dans la réforme aurait été différent. Donc, il faut ne jamais oublier que la Cour suprême interprète les 2 chartes en même temps.